Beaucoup de gens se targuent d'appartenir à une espèce supérieure, voire même l'espèce supérieure entre toutes. Moi je t'avoue que ça me fait bien rire, parce que si jamais il y a bien quelque chose dans lequel l'humanité surpasse tous les autres êtres vivants de cette terre, c'est la connerie. Aujourd'hui j'ai pas envie de mâcher mes mots, l'espèce humaine est affligeante de conneries. On utilise nos capacités cognitives incroyables pour asservir notre prochain ou notre prochaine, on détruit l'environnement duquel nous dépendons, on se rend même pas compte qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, et en plus de ça, comble du ridicule, on se proclame roi et reine du monde. Paye ton intelligence. Tu la sens, ma grosse intelligence! Tiens, tiens, tiens! Aujourd'hui, j'aimerais nous faire redescendre un peu et nous rappeler que nous ne sommes qu'un grain de poussière sur un caillou perdu au milieu de l'immensité de l'univers. Et c'est pourquoi je vais maintenant te raconter 3 histoires. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que si jamais les 2 premières vont te flinguer le moral, la 3e, quant à elle, restaurera ta foi en l'humanité. Parce que oui, même si jamais je nous trouve très cons et très connes, au fond je nous aime bien. Salut à toi ami chimpanzé, j'espère que tu vas bien et que tu aimes les histoires parce que pour toi aujourd'hui je m'improvise conteur. As-tu déjà entendu parler de Yellowstone aux États-Unis? Il s'agit du tout premier parc naturel au monde et du 2e plus grand, et il s'y est déroulé une histoire bien intéressante. Tu connais sûrement, si tu ne vis pas dans une grotte, la propension de l'humain à massacrer tout ce qui bouge, surtout les prédateurs naturels. Yellowstone ne fut pas épargné et tous les prédateurs principaux, loups, ours, lynx, y furent massacrés pour des raisons aussi triviales que protéger les élevages et autres activités humaines plus que discutables. Le résultat fut catastrophique. N'ayant plus de prédateurs naturels, les populations d'herbivores et notamment de wapitis proliférèrent, se nourrissant au-delà du raisonnable de toute verdure à leur portée. Dès qu'un arbre chutait et que de jeunes pousses tentaient de prendre sa place, elles se faisaient invariablement brouter jusqu'à la mort, transformant peu à peu des forêts infinies en déserts arides. L'humanité, dans son aveuglement, crut pouvoir s'improviser prédateur et fit de grandes campagnes de régulation. Autrement dit, ils débarquèrent fusil à la main et fleurs à la bouche pour opérer de grandes boucheries au nom de la préservation des écosystèmes. Ce qui n'eut aucun effet si ce n'est que de prouver une fois encore notre manque de compréhension du monde qui est le nôtre. La situation semblait irrécupérable quand fut votée la réintroduction du loup en 1994. Un an plus tard, une meute d'une trentaine d'individus venus tout droit du Canada fut lâchée dans le parc et la magie s'opéra. Les loups avaient beau ne pas être nombreux, ils eurent un effet incroyable sur leur environnement. Les wapitis comprirent vite qu'ils pouvaient plus facilement être traqués dans les gorges, les vallées et tous ces endroits encaissés où le danger se déclare à la dernière minute. Ils commencèrent alors à éviter ces zones à risque. Débarrassés de leurs prédateurs, les plantes reprirent possession des lieux et en quelques années seulement, là où se trouvait un désert, se dressaient maintenant de magnifiques forêts. Des animaux arrivèrent de partout et s'installèrent dans leurs nouveaux quartiers, des ours, des castors, des loutres, des aigles et autres rapaces, des souris, des belettes, des lynx peuplèrent bientôt à nouveau Yellowstone et l'équilibre fut rétabli. Là où l'humanité n'apporta que mort et désolation, les loups en quelques années seulement rétablirent l'équilibre et ressuscitèrent l'un des plus beaux parcs naturels du monde. Parce que oui, les loups sont de vrais prédateurs, ils connaissent leur taf et ils le font bien. Être un prédateur, c'est pas juste tuer des trucs, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais on en parlera dans une autre vidéo. Tiens d'ailleurs, en parlant de loups, ça me rappelle Tchernobyl. On change totalement de continent pour cette histoire et je t'emmène en Ukraine. Bon, a priori, Tchernobyl, tu connais, mais dans le doute, je vais quand même t'en faire un petit historique vite fait. Il y a 32 ans maintenant, une explosion nucléaire, la plus terrible du XXe siècle, ravagea Tchernobyl et sa région. Des dizaines de milliers de personnes trouvèrent la mort par le fait des radiations dans les semaines, les mois et les années qui suivirent, et des centaines de milliers de personnes furent délocalisées pour des raisons évidentes. L'humanité ne fut pas la seule espèce à être touchée, tu t'en doutes. Les animaux des alentours furent également frappés de plein fouet et moururent par milliers. Mais c'est là que ça devient intéressant, car aujourd'hui, 32 ans plus tard, les populations animales sont plus nombreuses qu'avant la catastrophe, jusqu'à 7 fois pour le loup. Mais c'est pas ouf ça? Franchement, la présence de l'humanité et de ses activités était plus néfaste pour la faune et la flore alentour qu'une foutue explosion nucléaire. Tchernobyl a été profitable à la nature sauvage. Là où je veux en venir, c'est que si jamais tu supprimes les loups, les ours, les requins, les abeilles, les fourmis, les rapaces et beaucoup d'autres animaux, c'est une catastrophe écologique et tous les autres animaux et les plantes qui étaient directement ou indirectement reliés à eux vont grandement en souffrir. Mais si l'humanité disparaissait demain, nous ne manquerions à personne, hormis nos animaux domestiques et nos animaux d'élevage que nous avons créés de toutes pièces et qui ne seraient pas capables de survivre sans nous. Nous sommes sortis de l'équilibre de la nature et nous ressemblons plus à un sale gosse tapant du pied dans une fourmilière qu'autre chose. Je pense qu'il est grand temps en tant qu'espèce qu'on avale une bonne dose d'humilité, qu'on se réveille et qu'on se retrousse les manches pour réparer nos conneries. Et en parlant de ça, est-ce que tu connais l'histoire de l'homme qui arrêta le désert ? Peut-être as-tu déjà entendu parler de cette histoire. Dans le Burkina Faso, un état à la limite du désert du Sahel, Yacouba Sawadogo eut une idée folle qui lui permit de stopper le processus de désertification de son pays et même de le repousser. Il faut savoir que la désertification des terres est un gros problème dans le monde et particulièrement dans le Burkina Faso qui se trouve directement touché. De grandes famines ont frappé le pays et l'agriculture y est très hasardeuse.
Yakuba aime son pays et il veut le voir se développer par lui-même. Il va comprendre très jeune qu'un peuple ayant faim perpétuellement n'a pas la tête à faire de l'art ou des sciences. Il réfléchira donc à un moyen de vaincre la famine et c'est en s'inspirant d'une tradition agricole ancienne, le zai, ou le zai, honnêtement je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolé, qu'il parviendra à accomplir un miracle. Reboiser en 38 ans 25 hectares de désert. Cela peut paraître peu, mais laisse-moi te raconter dans quelles conditions il commença. Tu connais les gens, dès qu'on s'éloigne de la tradition, c'est cacaboudin. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde le prit pour un fou, il fut montré du doigt et sans cesse rabaissé, même par son père. Mais bien qu'il en soit affecté, il ne prêta pas attention à ses détracteurs et détractrices et s'est armé seulement d'une binette, d'huile de coude et de beaucoup de courage et de détermination qu'il se lança dans son projet. Il commença par creuser de nombreux trous, peu profonds et peu larges, afin de retenir l'eau sur les terres à l'arrivée de la pluie. Alors je me permets de sortir une petite anecdote qui me vient tout droit de mon expérience de reforestation en Inde. Mais le truc c'est que lorsqu'un sol n'est pas protégé par un couvert végétal, que ce soit des arbres ou des plantes plus petites, il va cuire si jamais le soleil est suffisamment fort. Et de la même façon que la terre cuite est plus ou moins imperméable, un sol cuit par le soleil va devenir imperméable lui aussi. Ce qui fait que tu peux avoir la plus grosse mousson du monde, la pluie va juste heurter le sol et va ensuite après ruisseler jusqu'à la rivière la plus proche, rejoindre un lac, rejoindre un fleuve et enfin rejoindre l'océan. Donc c'est vachement bien pour l'océan, mais concrètement, pour la terre, c'est pas du tout intéressant. Donc tu peux te retrouver avec une mousson incroyable et pourtant tu n'auras quasiment pas d'eau qui sera restée directement sur la terre. C'est pour ça que lorsque tu as un processus de désertification qui a commencé, c'est très pénible et très dur de l'inverser. Bon, reprenons l'histoire de Yakuba. Comme je te le disais, il faisait des trous dans le sol de façon à retenir l'eau à un endroit stratégique. Il remplissait ensuite ces trous de fumier et de diverses matières organiques afin de faciliter la pousse des plantes. C'est alors qu'il eut l'aide d'alliés inespérés, les termites. En creusant leurs galeries, elles rendent le sol perméable et facilitent l'absorption de l'eau par la terre et les plantes. Les débuts furent difficiles, mais rapidement il eut des résultats encourageants et bientôt tout le monde cessa de le traiter de fou et se joignit à lui pour l'aider. Yakuba Sawadogo commença son projet en tant que fou du village. Aujourd'hui, c'est un héros et de très nombreux experts en agriculture et en foresterie se déplacent de loin pour observer son travail. Grâce à son acharnement, il a réussi à prouver que la désertification n'était pas une fatalité et qu'il était même possible de renverser la tendance. Alors oui, je pense que ça se voit, mais j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. C'est de personnes comme lui qu'on a besoin en ce moment. Comme tu auras pu le constater à travers ces 3 histoires, l'humanité est capable de choses d'une connerie sans limite, mais également d'actes magnifiques. Et il ne tient qu'à nous de choisir à quelle catégorie de personnes nous voulons appartenir. Celles et ceux qui choisissent la voie de l'égoïsme et de la facilité, ou celles et ceux qui vont faire de leur mieux durant leur vivant pour rendre ce monde un peu plus doux et plus vivable pour les générations futures. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo d'un genre particulier. J'espère beaucoup qu'elle t'aura plu parce que moi j'ai adoré la tourner et la monter et j'aimerais vraiment en faire d'autres dans ce style à l'avenir. Si jamais tu as d'autres histoires inspirantes ou désolantes comme celle-ci, surtout n'hésite pas à me les partager dans les commentaires, j'en suis très friand. Et sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Surtout n'oublie pas que si jamais nous voulons changer le monde, nous devons commencer par nous-mêmes. À la prochaine!